Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons dématérialisation et digitalisation. Et nous sommes avec le directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, Marc-André Locaux. Bonjour, monsieur Locaux. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos murs pour cet entretien exclusif. Déjà, la CIN, qu'est-ce que c'est? Alors, la CIN, c'est l'Agence des systèmes d'information et du numérique. C'est, je dirais, le bras opérationnel du gouvernement pour mettre en place sa vision, pour exécuter les projets phares du programme d'action du gouvernement béninois. C'est également une agence qui est en charge de coordonner un peu les actions de tous les directeurs des services d'information de l'administration béninoise. Donc nous avons ce rôle-là qui se décline, je dirais, en 3 piliers. Nous sommes à charge, bien évidemment, de l'exécution des projets d'infrastructure numérique. Nous sommes également en charge d'exécuter des projets de dématérialisation. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, de parler un peu plus des services que nous déployons au service des citoyens béninois et des entreprises. Et enfin, nous avons également un pôle sécurité numérique, qui est le pôle, un peu le gendarme, je dirais, du cyberespace béninois. Parfait. Dématérialisation, puisque c'est le thème au cœur de nos échanges. Déjà, quand on parle dématérialisation, est-ce que c'est quand on est derrière le téléphone pour bénéficier d'un service public déjà qu'on parle de dématérialisation? C'est un terme en vogue au Bénin depuis quelques années. De quoi parle-t-on concrètement? Alors, on parle de concepts assez larges, mais également, dans le même temps, assez simples, je dirais. Nous sommes habitués au monde physique, n'est-ce pas? Nous sommes là, nous sommes dans le cadre d'une interaction physique. Si vous étiez à distance dans votre bureau et moi dans le mien, nous pourrons dire que nous sommes dans un environnement, en tout cas dans une interaction qui est dématérialisée puisque nous sommes à distance et qui a un support qui n'est pas physique. Nous échangerions dans ce cas-là à travers nos mobiles, à travers des supports numériques. Donc en réalité, le passage du monde physique au monde, je dirais, digital ou numérique se traduit par cette notion de dématérialisation. Et cette notion, nous la rencontrons dans notre quotidien de tous les jours. Quand au lieu d'utiliser du papier, nous allons en ligne sur un ordinateur, donc à travers l'Internet, et que nous formalisons en ligne des demandes, là, nous sommes dans un environnement dématérialisé. Donc, je suis très heureux d'entendre que c'est déjà bien ancré dans le quotidien des Béninois. Et nous sommes là pour ça. Justement, parlant d'état des lieux, depuis quelques années, il y a une révolution en la matière. Beaucoup de services publics comme privés, les populations y ont accès derrière leur smartphone, derrière leur ordinateur. Aujourd'hui, vous qui déployez les infrastructures, vous qui mettez les politiques de sécurité en place, vous qui aidez l'État dans les différents services déconcentrés et dans l'administration publique à mettre ces services à disposition des populations, que pourrez-vous dire en termes de bilan et de mise en œuvre? Alors, bilan, je dirais globalement que c'est une dynamique qui est mondiale. Elle est mondiale, donc continentale et forcément béninoise. Le gouvernement a affiché très tôt, dès 2016, sa volonté de faire du numérique un réel pilier de transformation économique au Bénin. Et c'est à cela que nous nous attelons chaque jour. Globalement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des lourds investissements. Avant de parler de la dématérialisation, bien évidemment, il faut rappeler que des lourds investissements ont été faits pour l'accessibilité à l'Internet. Puisque derrière tous ces services-là, nous avons forcément de l'Internet. Donc, d'où l'importance des investissements dans les infrastructures numériques et dans l'accès à l'Internet pour tous. Évidemment, il n'y a pas que l'État qui investit, mais également des acteurs privés. Donc la première chose, bien évidemment, c'est d'avoir des infrastructures qui sont capables de supporter les services numériques. Ensuite, si vous regardez bien l'écosystème ces dernières années, vous avez dû voir le portail des services publics. Il a été quelque part le pilier, ce lien entre l'État et les populations, ce lien entre l'État et les citoyens, ce lien entre l'État et les entreprises. Donc, une des fortes
priorité a été de mettre en place ce portail des services publics. Vous avez des centaines de services auxquels vous pouvez, à travers lesquels vous pouvez échanger pour pouvoir accéder aux services que l'État vous propose. Notamment, vous avez besoin d'un casier judiciaire aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'aller dans une juridiction. Vous avez juste à formuler votre demande en ligne et au bout de quelques heures ou de quelques jours, vous disposez de l'acte, en tout cas pour lequel vous vous êtes connecté ou pour lequel vous êtes connecté au portail des services publics. De la même manière, pour pouvoir avoir cette fluidité, il y a eu également des investissements dans ce que nous appelons souvent l'interopérabilité. L'enjeu, c'était que tous les systèmes de l'État puissent parler ensemble, toujours dans le même but, pour pouvoir fournir et délivrer des services, des titres aux Béninois dans des temps records. Nous avons également travaillé sur des thématiques assez structurantes. Tout à l'heure, vous avez parlé des collectivités locales, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez déjà une dizaine de mairies dans lesquelles nous avons mis en place, par exemple, la gestion électronique de courrier. Cela veut dire que le secrétaire exécutif de la mairie de Niki, par exemple, ou celle de Natitengu, ou celle de Lokossa, par exemple, quand il s'absente physiquement de sa mairie, il garde ce lien avec la mairie, il peut signer électroniquement ses documents. Donc cela permet de ne pas avoir de discontinuité dans les services qui sont délivrés aux concitoyens. Et c'est un exemple de service, en tout cas aujourd'hui, que nous demandent pratiquement les 68 autres mairies et pour lesquelles, cette année encore, nous allons investir pour pouvoir amener ces services dans une vingtaine de nouvelles mairies. L'enjeu, c'est que d'ici à la fin de l'année prochaine, que toutes les mairies disposent de ces services-là, toujours dans la volonté d'améliorer l'efficacité des services qui sont délivrés aux Béninois. Vous parlez de plus d'une centaine de services disponibles sur le portail du service public, mais est-ce que vous avez essayé un exercice de catégorisation de secteurs, en fonction des secteurs, par exemple, pour dire, dans l'état civil, nous voyons ce que l'ANIP fait, dans d'autres domaines. Est-ce que vous avez essayé un jeu comme celui-là? Non, en réalité, nous avons ce travail de coordination. Comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement a mis en place un creuset depuis fin 2018, avec notamment la conférence des DSI. Donc, tous les trois... DSI pour dire? Les directeurs des services de l'information. Vous faites bien de me le rappeler, enfin de me le demander. En réalité, l'ambition est la suivante. Nous voulons qu'à moyen terme, que toutes les structures finalement de l'administration aient un niveau de maturité suffisant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous êtes une mairie, quand vous êtes une préfecture, quand vous êtes une administration ou une autre structure publique, que vous puissiez disposer en interne de ressources humaines en capacité de supporter la transformation, ce que nous appelons la transformation numérique. Donc nous avons promu, en tout cas nous avons accompagné des dizaines et des dizaines de structures pour disposer de soit un responsable des systèmes d'information ou un directeur des systèmes d'information. Et c'est dans ce cadre-là que chaque trimestre, nous les faisons venir. Et à travers des ateliers, nous nous assurons qu'ils sont au même niveau d'information que nous. Et c'est l'occasion d'échanger. Il y a des bonnes pratiques que ces directeurs des systèmes d'information peuvent partager avec nous. Et il y a également un certain nombre de recommandations, de cadres que nous formulons à leur intention et que nous nous assurons qu'ils puissent réellement l'adopter et l'implémenter dans leurs structures respectives. Donc oui, nous avons ce travail que nous faisons en termes de cartographie. Nous avons des directeurs des systèmes d'information qui vont venir des secteurs touristiques, par exemple, d'autres qui viennent du secteur de la logistique. Si vous prenez ce bâtiment, par exemple, nous avons l'ANAT, l'Agence nationale des transports terrestres, qui est dans le même bâtiment que nous. Nous travaillons, par exemple, avec ces équipes informatiques pour dématérialiser tous les services qui sont délivrés par l'ANAT. Et vous le voyez chaque jour. Si vous voulez immatriculer aujourd'hui un véhicule 4 roues, vous allez sur le portail et en quelques secondes, vous pouvez formuler votre demande et disposer dans des temps records des titres que vous aurez sollicités.
Marc-André Loco, sur la base des objectifs de départ, vous l'avez dit, c'est une vision politique, c'est une ambition du chef de l'État et il a mis dans ses différents programmes d'action de gouvernement. Sur la base de ces ambitions de départ aujourd'hui, quand vous faites une évaluation, vous avez atteint les objectifs, il reste encore un peu à atteindre ou vous avez même dépassé les prévisions? Alors, si je vous disais qu'on avait dépassé les prévisions, il serait temps de fermer boutique, n'est-ce pas? Non, non, en réalité, je pense que c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. À peine les objectifs sont atteints que d'autres naissent parce que les besoins sont toujours là. Je dirais qu'à l'étape où nous en sommes, quand vous faites le bilan aujourd'hui de tous les services dématérialisés de l'État, enfin, pas dématérialisés, mais qui sont fournis par l'État, nous en avons plus de 1000 aujourd'hui identifiés. Nous sommes à peu près à 20-25%, et c'est à peu près la trajectoire que nous avions imaginée. Il ne s'agit pas d'aller dématérialiser des services qui sont très peu utilisés aujourd'hui ou qui n'ont pas d'intérêt à court terme. Donc nous avons un travail de priorisation que nous faisons pour vraiment nous assurer que les services que nous dématérialisons en premier sont réellement utiles. Par exemple, pour pouvoir disposer de l'IFU, par exemple, ça va très vite aujourd'hui. Nous avons mis l'accent, par exemple, sur la délivrance du RCCM, par exemple, parce qu'il est indispensable pour la création d'une entreprise. Vous savez, Vous voulez parler du registre de commerce? Absolument, qui est une pièce indispensable pour pouvoir créer son entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes parmi les tout premiers pays aujourd'hui à l'échelle, je dirais, continentale pour la délivrance de ces services-là. Donc, notre approche est vraiment holistique. Il n'y a pas un secteur spécifique dans lequel nous produisons des efforts, mais le numérique est au service de tous les secteurs. Et donc, nous analysons les secteurs productifs qui sont prioritaires pour l'État. Si nous prenons les infrastructures, si nous prenons le secteur du tourisme, par exemple, si nous prenons également, évidemment, le secteur des finances, de la santé, de la justice, ce sont des secteurs qui sont structurants. Et donc, nous avons cette démarche-là de les accompagner pour que réellement ils puissent sentir l'impact positif de la transformation numérique. Donc, c'est notre quotidien chaque jour. Bien évidemment, je ne sais pas si vous allez en parler tout à l'heure, mais la question de la sécurité est quelque chose de fondamental. On va y arriver. Bon, alors, disons que j'anticipe un tout petit peu, mais en revenant au bilan, nous sommes dans la bonne trajectoire. Si vous regardez nos indices aujourd'hui, il y a des indices internationaux qui sont très connus, hein, par exemple, sur la maturité en termes de gouvernance électronique. Vous avez un indice, par exemple, de la Banque mondiale qui est publié depuis 6-8 ans, je crois. Et quand vous regardez l'indice en décembre 2022, le Bénin était 8e à l'échelle africaine, ex aequo avec le Rwanda. Et pourtant, nous savons que le Rwanda est l'un des leaders, en tout cas, hein, dans la transformation numérique et dans le digital de manière générale. Donc, oui, nous avons fortement progressé. Nous sommes au-dessus de la moyenne mondiale. Et notre objectif est de devenir vraiment un leader continental et que dans nos interactions, je n'ai plus à vous parler de classement au niveau du continent, mais que je vous parle plutôt de classement international et du positionnement du Bénin, quel que soit le pays que nous avons en face. En tout cas, c'est notre ambition aujourd'hui. Que c'est ambitieux, ce projet que vous avez. Parlons impact. Du point de vue impact, comment voyez-vous la percée de ces différentes innovations, de cette dématérialisation-là au niveau des populations? Elles admettent cette évolution? Elles vont avec le temps? Alors, vous touchez du doigt l'un des enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la question de l'adoption des services. Et une chose est de fournir des services, mais l'autre est de s'assurer que ces services sont réellement adoptés. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous prenez le casier judiciaire, par exemple, en l'espace de 2 ans et demi, il y a plus de 500 000 casiers judiciaires qui ont été délivrés par ce canal, par le canal digital. Quand je prends par exemple la dématérialisation du paiement des factures de la SBE, de la SONEB, parce qu'en réalité, si vous regardez sur le portail des services publics, vous verrez que en bas de votre facture, en tout cas quand vous payez, vous verrez que l'agence accompagne la SBE et la SONEB. Là encore, en l'espace de 2 ans,
pratiquement 1 million de factures ont été payées par ce biais-là. Évidemment, ça ne représente que 20% des transactions, mais l'enjeu, c'est d'aller toujours dans cette dynamique. Donc, quand vous simplifiez la vie des citoyens, puisqu'ils n'ont plus besoin d'aller dans des boutiques ou dans des points de vente, là, vous apportez réellement du positif, je dirais, dans leur quotidien. Quand vous simplifiez la vie d'une entreprise qui doit faire du revenu, qui doit être performante, qui doit être plus productive, donc vous contribuez quelque part à améliorer globalement la productivité globale et vous avez un impact sur l'économie. Quand vous voyez également les efforts qui sont faits, puisque l'État a fait tout le nécessaire pour qu'il y ait plus de concurrence également dans l'écosystème des opérateurs mobiles. J'en parle parce que le fait d'avoir introduit un troisième opérateur dans l'écosystème a stimulé les investissements et des zones même qui n'auraient peut-être pas bénéficié d'investissements, donc de couverture. Vous avez des zones aujourd'hui qui sont couvertes parce que les acteurs sont en concurrence et de la même manière, ces acteurs qui viennent et qui agissent sur les prix. Donc, cette concurrence permet d'avoir une meilleure offre de service et d'avoir des prix qui baissent et donc d'aller dans des zones les plus reculées. Parce qu'en réalité, pour bénéficier de la digitalisation, on n'a pas forcément besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone. Vous pouvez avoir un portable basique, mais à partir du moment où vous pouvez passer par ce qu'on appelle des codes USSD, les étoiles 800, 80, dièse et autres, vous pouvez bénéficier des services de l'État. De la même manière aujourd'hui, avec la SBE, avec la SONEB, avec tous les opérateurs de mobile money, nous sommes en train également de lancer des nouveaux services pour que si une femme, je disais une commerçante, a envie de payer sa facture et qu'elle n'a pas Internet et qu'elle n'a pas un smartphone, qu'elle puisse le faire avec son téléphone en faisant, par exemple, étoile 611 dièse, par exemple, et sur le menu, et en l'espace d'une minute, elle peut payer sa facture. Donc, nous simplifions la vie des concitoyens. C'est vraiment l'enjeu majeur pour nous. Nous contribuons vraiment à réduire leurs charges également, puisqu'ils n'ont plus tout ce trajet-là à faire, surtout quand ils sont dans les zones reculées. Donc, oui, le numérique permet de rapprocher les populations de l'administration, permet de rapprocher les entreprises également de l'administration et de simplifier la vie des populations. Je le répète souvent, mais c'est quelque chose de fondamental. Pour être plus productif, il faut simplifier les choses. Et quand les choses sont beaucoup plus simples, elles vont plus vite et elles coûtent moins cher. Donc c'est vraiment cette dynamique dans laquelle nous sommes depuis quelques années. Vous avez montré tout à l'heure que sans Internet, les services dématérialisés peuvent toujours aller au profit des populations, mais on ne peut occulter la question d'Internet. Aujourd'hui, est-ce qu'au Bénin, partout où on est sur le territoire, on a accès à Internet? Alors, c'est difficile de dire que partout où nous sommes sur le territoire, nous aurons de l'Internet, puisque vous n'avez pas des Béninois partout sur le territoire en réalité. Ce que nous essayons de mesurer en général, c'est le taux de pénétration en termes de population, pas en termes de superficie. Il n'y a aucun État dans le monde qui utilise cet indicateur-là. Par contre, et je l'ai dit tout à l'heure, le fait que l'État ait pris ses responsabilités pour qu'un troisième opérateur arrive dans l'écosystème a stimulé les investissements. Mais les coûts n'ont pas vraiment baissé. Oh que si. Je me rappelle en 2016-2017, quand j'avais 5 000 francs, je ne dépassais pas ce qu'on appelle 9 gigaoctets. Aujourd'hui, on a fait x4 en termes de contenu. Les prix ont baissé. Il n'y a aucun doute, mais je pense que c'est un autre débat. Je pense que... Et si on fait un comparatif avec la sous-région et les autres pays, parfois on se demande si au Bénin, on ne paie pas Internet beaucoup plus cher. Non, je pense que si vous faites un comparatif, vous verrez peut-être un pays comme le Sénégal, qui est peut-être un peu moins cher, pour des raisons historiques. Parce qu'ils ont ouvert le marché très tôt, il y a une trentaine d'années, et il y a des gros acteurs, je ne vais pas citer de nom de marques, mais de gros acteurs très connus sur le continent, qui opèrent depuis très longtemps et qui ont favorisé quelque part une baisse beaucoup plus rapide des coûts.
Cet acteur, vous allez le retrouver également en Côte d'Ivoire. Mais dans la foulée, vous retrouverez le Bénin, bien évidemment. Et d'ailleurs, même, on parlait beaucoup de l'Internet fixe également, où il fallait peut-être plus de 40 000 francs pour pouvoir avoir de l'Internet fixe chez soi. Aujourd'hui, je crois que quand vous prenez l'opérateur à capital public, hein, l'ASBIN, vous êtes, je crois, à 20 000 francs, vous avez 10 mégabits par seconde, en tout cas un débit constant et surtout l'Internet illimité. Donc c'est vraiment la nouveauté. Nous n'avions pas de limité avant et nous avons de l'illimité aujourd'hui. Donc oui, ce qui est important, c'est de voir que nous sommes dans une tendance baissière et que d'année en année, cette dynamique se maintient au profit évidemment des populations béninoises. Monsieur Loko, mesdames, messieurs, il y a naturellement des incidences avec la dématérialisation. Des problématiques nouvelles viennent. Vous en disiez un bout à l'instant, la question de la sécurité, les données des populations et bien d'autres problématiques, les enjeux nouveaux. Comment gérez-vous tout cela avec la dématérialisation des services publics et le taux de pénétration à l'appui? Les chiffres que vous aviez évoqués il y a quelques instants étaient quand même évocateurs. Alors oui, le digital est quelque chose qui peut susciter, je dirais, une aversion au départ. Mais je pense qu'au Bénin, je ne dirais pas que nous avons dépassé cette étape, mais quand nous voyons l'adoption, le niveau d'adoption du smartphone, de l'Internet, je pense qu'il y a une certaine confiance aujourd'hui qui règne et qui facilite quelque part l'utilisation des services qui sont proposés dans notre écosystème. C'est pour cela que la sécurité est quelque chose qui est vraiment au cœur. Et nous avons un pôle sécurité numérique au niveau de la CIN. Ce pôle est vraiment en charge de scruter quelque part le cyberespace béninois et de voir un peu quelles sont les vulnérabilités. C'est un peu le thème que nous utilisons. Est-ce que quand on prend tel site gouvernemental ou tel autre site, est-ce que toutes les mises à jour sont faites correctement? Est-ce que les failles de sécurité existent ou pas? Donc nous avons des jeunes d'ailleurs que nous recrutons, des jeunes très performants, hein, formés au Bénin, dans diverses écoles d'ingénieurs comme l'IFRI par exemple. 90% des ressources que nous avons sont formées localement au Bénin. Et donc nous avons des jeunes ingénieurs en cybersécurité qui chaque jour œuvrent dans ce sens-là. Donc le gouvernement a investi dans une plateforme, une infrastructure qui lui permet aujourd'hui de s'assurer que nous avons un environnement de confiance. Que chaque Béninois, quand il se connecte à Internet ou qu'il se connecte à la moindre plateforme de l'État béninois, nous assurons qu'il le fait en toute sécurité. Et chaque jour, nous avons des ingénieurs qui travaillent dans ce sens-là. Nous avons également une coopération à l'international avec les autres agences qui travaillent sur ces sujets-là, parce qu'en réalité, quand nous sommes sur ces questions de cybersécurité, il faut aller vite, il faut être réactif pour pouvoir résoudre les problèmes de vulnérabilité, pour pouvoir résorber les questions liées aux failles de sécurité. Donc nous devons être en collaboration constante avec nos homologues des autres pays et être également en relation constante avec les gros acteurs que nous connaissons de l'écosystème et dont nous utilisons les outils, comme Microsoft, Google, etc. Donc nous avons cette relation constante-là, favorisée par de la veille, c'est ce que nous appelons quelque part de la veille technologique, qui nous permettent d'être à jour par rapport à l'écosystème. Vous avez mis le doigt également sur le sujet des données, hein, parce que je pense que l'autre challenge, c'est comment nous assurons la protection des données personnelles. Et comme vous le savez, le gouvernement béninois a transformé la CNIL, qui existait depuis une quinzaine d'années, à l'occasion de la mise en place du Code du numérique. Le gouvernement béninois a créé l'APDP, l'Agence de protection des données à caractère personnel. Cette agence-là, enfin cette autorité, pardon, l'autorité de protection des données à caractère personnel. Donc cette autorité a un pouvoir, pas seulement donc, de coercition et pas seulement de surveiller, d'alerter, de mettre en demeure, mais également cette autorité a un pouvoir de sanction. Et vous devez avoir dans chaque structure, qu'elle soit privée ou publique,
des délégués à la protection des données à caractère personnel. Et vous avez tout un dispositif dans le Code du numérique qui fonctionne aujourd'hui et qui permet de surveiller, de s'assurer que quand vous vous connectez à une plateforme, que vos données ne sont pas indûment collectées, que vos données ne soient pas indûment stockées. Donc, nous avons, à chaque fois que nous mettons en place un nouveau service, une nouvelle application, nous devons remplir des formulaires, expliquer l'utilité ou la durée d'utilité des données que nous collectons, parce que nous ne pouvons pas collecter les données n'importe comment, nous ne pouvons pas les conserver au-delà de la durée d'utilité de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est l'APDP qui veille à ça. Et cette autorité, en plus, en collaboration avec la CIN, peut également faire des tests d'intrusion. Ils peuvent aller sur une plateforme lambda, peu importe laquelle, et faire des tests d'intrusion et voir s'ils arrivent à accéder à des données personnelles. Et dans ces cas-là, il y a une forme d'alerte à destination de la structure concernée et des délais pour résorber en tout cas les problèmes qui sont identifiés. Et il faut également rappeler que depuis 3 ans, le gouvernement béninois a adopté ce que nous appelons la politique de sécurité des systèmes d'information. Et toutes les structures, publiques ou publiques, doivent se conformer à cette politique de sécurité des systèmes d'information. Et notre rôle à nous, c'est de les accompagner dans ce processus-là. Il va prendre encore quelques années, mais nous avons de plus en plus de moyens pour y arriver. Il faut également rappeler que certaines infrastructures dans notre écosystème, certaines plateformes sont critiques en termes de fonctionnement. Et leur indisponibilité crée une gêne, crée un manque à gagner pour les entreprises, pour les individus. Je donne un exemple. Quand vous avez une plateforme de mobile money, une infrastructure de mobile money qui a un problème d'indisponibilité, c'est tout l'écosystème qui tombe. Même si c'est une société privée, elle doit se soumettre à ce que nous appelons la politique de protection des infrastructures d'information critiques. C'est comme des opérateurs, ce qu'on appelle d'importance vitale. Même si c'est des acteurs privés, nous devons nous assurer qu'elles se conforment à des exigences pour que nous minimisions, en tout cas, le risque d'indisponibilité. Et c'est vraiment notre rôle également, avec les équipes, de nous assurer que nous faisons des audits de sécurité à intervalles réguliers, que nous collectons régulièrement des cas d'incidents. Par exemple, quand ils ont des incidents majeurs, ils se doivent de nous le signaler et nous collectons toutes ces infos-là pour, toujours dans le cadre de la veille, pour être sûr que nous n'avons pas un risque systémique, nous ne nous exposons pas à ce qu'on appelle un risque systémique pour notre environnement numérique opéré. Donc, doit-on comprendre une insécurité zéro, une vulnérabilité zéro? Il n'existe pas. Ce serait trop beau de vous dire que nous sommes à ce niveau-là. Non, pas du tout. Nous sommes dans un environnement où c'est une amélioration continue. Si vous baissez la garde, ne serait-ce qu'une journée, vous vous exposez à des risques. Il ne s'écoule pas une heure, une semaine, une journée ou une semaine sans que des nouveaux risques apparaissent, sans que des problèmes de vulnérabilité apparaissent. Donc, c'est une exposition constante au risque. Notre rôle, c'est de minimiser ce risque-là et de continuer à investir, continuer à œuvrer chaque jour pour que, en tout cas, nos concitoyens soient le moins possible exposés à ces risques. Mais le risque zéro n'existe pas. Voilà qui est clair. Qui dit dématérialisation, vous l'avez dit il y a quelques instants, parle d'emploi, des jeunes Béninois qui trouvent des emplois, mais pour beaucoup aussi, ce sont des emplois qui sont fermés. On a moins besoin des hommes. Cette opinion populaire est-elle vérifiée? Dématérialisation rime-t-elle avec moins de présence humaine et la peur que beaucoup ont au ventre dans l'administration publique de voir des postes disparaître? Je pense implicitement, je vais peut-être en besogne, à l'intelligence artificielle aussi. Alors, c'est un débat récurrent depuis plusieurs décennies. À chaque fois qu'il y a, je dirais, à chaque fois que nous franchissons un nouveau cap, auquel une nouvelle avancée technologique, il y a une forme d'inquiétude qui naît. Vous savez, la calculatrice, je crois qu'elle a été inventée il y a
plusieurs centaines d'années, hein, il y a 400 ans, je crois. Et à ce moment-là, tout le monde disait on ne va plus avoir besoin de faire du calcul mental. Pourtant, ça continue, hein, chaque jour. Le plus important, selon moi, ce n'est pas tellement les avancées technologiques et les risques en termes de perte d'emploi. Ce qui est important, c'est le niveau d'éducation des jeunes béninois. Et pourquoi je vous dis ça? En réalité, ce qu'il faut, c'est d'être compatible avec la technologie ou complémentaire, voilà le terme exact. Si vous êtes complémentaire avec une technologie, vous n'avez pas de risque. Et donc tout le défi pour nous, ce n'est pas de ralentir cette transformation numérique, c'est plutôt d'accélérer la formation des jeunes pour qu'ils soient en capacité de tirer profit de cette technologie-là. Vous avez parlé spécifiquement de l'intelligence artificielle. Vous savez, le risque, il est partout. Si vous allez dans les écoles d'ingénieurs, quel que soit l'endroit dans le monde, vous allez voir même des jeunes apprentis et ingénieurs qui vont vous dire « Ouh là là, je suis inquiet parce que quand vous regardez la dernière version de l'intelligence artificielle de Google ou de Meta, donc Facebook ou d'OpenAI, on parle beaucoup de ChatGPT, hein, le code en tout cas le code informatique qui est généré hein, par l'IA est de meilleure qualité que ce que je fais. Mais en réalité, derrière cette IA-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a également des ingénieurs. Donc le plus important, ce n'est pas que des métiers disparaissent, c'est que de nouveaux métiers naissent chaque jour. Et c'est comment créer les conditions pour saisir ces opportunités-là. Évidemment, vous avez des pays qui sont plus aptes parce qu'ils sont mieux préparés, parce que le niveau d'éducation hein, des jeunes, en tout cas de leur population, est plus compatible, est plus, je dirais, complémentaire avec ces nouvelles technologies. Donc le défi pour nous, c'est cela, c'est d'accélérer l'appropriation par nos jeunes, par nos populations de l'outil numérique, pour pouvoir réellement en bénéficier. Je ne pense pas qu'il faille être dans une logique de crainte ou dans une logique de peur. Nous pouvons saisir ces opportunités-là, la balle est dans notre camp et nous devons nous donner les moyens. Et je pense que d'autres ministères également hein, dans l'écosystème, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ou les ministères en charge du primaire et du secondaire, sont en tout cas dans ce rôle-là. Vous verrez par exemple que nous avons de plus en plus de projets de salles numériques dans les collèges et les lycées. Nous ne sommes pas encore à la vitesse de croisière que nous voulons, mais nous savons pertinemment que ces salles numériques sont réellement la base. Parce que c'est dans ce cadre-là que une bonne partie de la population rentre en contact hein, avec l'outil numérique. Nous avons encore une bonne partie de notre population qui ne bénéficie pas d'ordinateur, qui n'ont pas forcément un cadre familial qui leur permet d'être confrontés positivement, en tout cas, à l'outil numérique. Mais justement, ces projets-là, dans ces zones-là, qui ne sont pas forcément des zones urbaines, de mettre en place des salles numériques, de mettre en place des points numériques communautaires et se rapprocher des populations pour qu'elles soient en contact, en tout cas avec l'outil numérique, c'est vraiment une priorité pour nous. Et c'est là que ça commence. Plus jeune, on est exposé raisonnablement à l'outil numérique et mieux, en tout cas, on va être apte, en tout cas dans le temps, on aura les aptitudes nécessaires pour pouvoir être autonome dans cet environnement-là auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et permettez-moi également de vous dire que si vous allez même dans les pays occidentaux, ils ont ce défi-là. Ils ont une frange de leur population qui se sent en dehors, quelque part, de cette transformation numérique. On parle souvent d'électronisme. Hein. Ce n'est pas un thème inventé en Afrique, mais c'est un thème inventé même en Occident. C'est pour dire que c'est des personnes, même si elles sont éduquées, elles ont même du mal, des fois, à aller sur des plateformes, à aller sur des portails de services publics parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est notre défi, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir trouver des solutions qui s'adaptent à notre environnement, à notre écosystème et d'y répondre. Les chantiers sont ouverts, des résultats déjà en cours. Que reste-t-il à faire sur le grand boulevard de la dématérialisation des services au Bénin? Alors je dirais que
je commencerai toujours par les infrastructures. Nous devons continuer, c'est ce que nous faisons, à, je dirais, maximiser l'accès à l'Internet. C'est vraiment la base. Ensuite, pour ce qui concerne l'administration, parce que quand l'administration se transforme, quand elle exige des choses, à partir du moment où l'administration dit, pour entrer en contact avec moi, vous devez passer par des plateformes, quelque part vous obligez tout votre écosystème à se transformer. Vous obligez chaque PME, chaque très petite TPE, entreprise à avoir de l'Internet. Vous l'obligez quelque part à mettre en place des outils, d'accord, pour être en capacité d'interagir avec vous. Donc, vous devenez quelque part la locomotive de cette transformation-là. Mais de la même manière, le secteur privé a également besoin d'avancer et le gouvernement accompagne également dans ce sens-là. Et vous voyez, il y a également en ce moment les sujets autour de la labellisation justement des petites et moyennes entreprises. Donc c'est un chantier qui est en cours pour pouvoir créer des conditions également sous l'angle plutôt fiscal pour faciliter quelque part le développement des PME. Mais en tout cas, si je reviens à ce qui nous concerne, nous sommes engagés fortement, je dirais, dans les investissements en termes d'infrastructures. Nous sommes engagés fortement également dans la dématérialisation des paiements. C'est quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais c'est également un programme qui est fondamental pour nous. La dématérialisation des paiements, évidemment, ça réduit l'exposition au cash, hein, ça réduit indirectement les problèmes liés à la corruption, ainsi de suite, mais derrière, l'enjeu, c'est quand même de faciliter les interactions entre agents, entre personnes et gouvernements, entre gouvernements, surtout gouvernemental, government to government, comme on dit, gouvernement et les entreprises, les gouvernements et les citoyens. Donc, nous sommes également engagés fortement dans la dématérialisation des paiements. Le zéro cash, ce ne sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, la dynamique est quand même engagée à ce niveau-là. De la même manière, nous sommes engagés dans ce que nous appelons l'ingénierie documentaire, le fameux zéro papier. Comment nous faisons pour arriver à ce fameux zéro papier un jour? Outre l'avantage écologique qu'on peut imaginer, je parlais de zéro cash, on parle de zéro papier. Là encore, l'enjeu est très simple, c'est de fluidifier, de faciliter, de simplifier, d'accélérer et de faire des économies pour tous. Donc, cette dynamique est quelque chose de vraiment important et nous avons encore un chemin extrêmement important. Attention, nous nous attaquons maintenant aux collectivités locales, aux mairies, aux préfectures, nous allons descendre au niveau des arrondissements. L'enjeu, c'est vraiment que demain, chaque Béninois, où qu'il soit, la diaspora compris, puisse accéder à tous les services de l'État. Ça revient à amener l'État dans nos foyers. Et nous le voyons également pour les Béninois de l'étranger, c'est pareil, c'est amener les services consulaires dans leur foyer. Donc, c'est l'État qui se rapproche de vous grâce à la dématérialisation. Et nous avons également, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons continuer chaque jour à renforcer les outils, à mieux outiller et à renforcer les équipes qui luttent chaque jour sur les sujets liés à la cybersécurité, à la sécurité numérique de manière générale. Donc nous accompagnons toutes les structures pour se conformer en tout cas au cadre de sécurité qui est en place. Voilà un peu brièvement ce que je peux vous dire, en tout cas pour ce qui concerne l'ASIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, une agence qui est sous une double tutelle du ministre d'État en charge de l'économie et des finances et de la ministre du numérique et de la digitalisation. Notre ambition, c'est vraiment d'être cette locomotive-là, mais d'être pas seul, en tout cas dans cette dynamique, de nous assurer que tous les acteurs, en tout cas tous les partenaires qui sont avec nous, toutes les structures publiques également, rentrent dans cette dynamique et gagnent en maturité. Parce que nous serons plus performants, mieux performants si tous les acteurs aussi autour de nous gagnent en productivité, s'améliorent au même rythme que nous. Et ce sera votre mot de conclusion, Marc-André Loco, directeur général de l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir suivis aussi, mesdames, messieurs. C'était la dématérialisation des services au Bénin. À très vite. Merci. Merci.
C'est de neuf. BF Empire. Oh, na 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 na. Dati manager. À quoi on dit? À quoi ils sont nous guidi guidi? Qui région? À quoi on a dit titri? Yé ma son on nous zingidi. Zingidi. Chalaranye. C'est bon les savait quand on nous. Mamba nous ya jeni ya chakodi. C'est bon les savait c'est que domi. À quoi ouais igre nous fait non non mais c'est. Anotona. Et t'es ouais quoi t'as y à quoi même faux. À quoi non nangigo. E marwa sitwe na mbawe po. E kade yo sisi na kweto. Wanu madanu we, awa kwenu we mide. Me ya uchite we no renu giko wa kwekwe. Fina dunu me jino na hira kame no kwekwe. Afori de kweta ton ropo wa kwevye we kodi. Kame ji we kweta de kwe ropo mi na ton si me. Teje we kana chik mo mi na kande me. Afya gorisa, madoui ami yo la donne-moi mes récompenses avant qu'il ne soit trop tard. À quoi ouais ils sont nous guidi guidi. Koiboniek, l'empereur. À quoi on a dit titri. Yé ma son on nous zingidi. Zingidi. C'est quoi ils savaient ils comprennent nous. Mamba nous ya jeni ya chakodi. C'est quoi ils savaient c'est que domi. À quoi ouais ils glebe nous fait non non mais c'est Prince Jossou. Oh ma ha. Semblait changer la vie de la maman. Voilà que tout est basé sur l'argent. Je rêve d'une belle vie, l'argent la clé de la vie. Est-ce que si j'ai pas mon nid, femme peut coucher dans mon lit? Non, fais pas les cons, ouais, parlons des millions. Je pense à ma future famille, j'ai pas le temps pour faire du con. Aïe, mes bigi, attends ton dans un enfer, nous midi. Y'a ma iphone, non, c'est pour les sailles, cap pour me. Sergi on the beat. Ndeji no zombo beto kano jegbe. Small black baby. Jegbe. Mais des polais. Et nous les raisons jegbe. Nous font d'aller. Et nous les raisons jegbe. Papa n'a kumoto et le papa n'a kubenza. Et nous les raisons jegbe. Maman n'a no villa, ton maman n'a no cueto. Et nous les raisons jegbe. Papa God, quelqu'un n'a pas mis. Bono oui wabi c'est ni marché. Men, alors gando po, mon le bon enfant. Et nous raison non bien wedo. Papa God, quelqu'un bono pon dite. Nous yite oui wati bi c'est ni non marché. Nous yezela quelqu'un bono facilité. Bono alioni mais des polais. Et nous les raisons jagbe. Nous font d'aller. Et nous les raisons jagbe. No papa n'a kumoto et le papa n'a kubenza. Et nous les raisons jagbe. Maman n'a no villa, ton maman n'a no cueto. Et nous les raisons jagbe. Mais de la team non de jewa mon vie. Kuna do nous deo. Mais de la team non de jakato no vie. Kuna inu de oh. Ye no mo ebe bono do mo sosi. We awa ye na do. Do mi da for me kale for wazoji. Tundo na nous de. Papa y'avait quelqu'un bon dans les ponts d'ité. Bon nous noyez les. Lycée Céline on lève marché. On fait un autre camp. Non tout dans et ton aïonsi. Pas y'invite les bise calais bon au bout d'autre. Mien bleu son de bête. Y'invite la nodina. Bon non tout dans vélo pour et canal va payer papa. Pour maman pour. Lycée c'est na dou de me. Et n'y a raison bah la lame calais va diable. Yeah. Jalabashi. Donnez l'influamento. T'es comme média. Djibril Platinium. Mais des polais. Et nous les raisons jagbe. Nous font d'aller. Et nous les raisons jagbe. No papa n'a kumoto et le papa n'a kubenza. Et nous les raisons jagbe. Maman n'a no villa, ton maman n'a no cueto. Et nous les raisons jagbe. Que faut on lier,
Si ouais mais les coins touchés, mais ils ne pourront jamais me toucher. Mais dans la de ma va vous toucher. Et de l'étonner ouais on toucher. Y'a mal y'a où on fait. Nous devons nous dire ouais nous va pouvoir de nous nous va donc ouais nous temps. Les gars de mi jogodo, mi jiri ouais confier na photo. Non pas que mon jamais déji. Nous dans la ouais ça va pour les deux. No bolo me chome. No bo ke mono cheme deji. Nela wezo ba mulada jure no bolo me chome. Soli chemi Kingo. Abori chemi Kingo. Niko no yoko. Nela bibi we no fenu. Soli chemi Kingo. Abori chemi Kingo. Niko me yoko. Nela bibi we no fenu. Rodrigo, Goya Paris. Nous on bata wa no zi kenga ndebo chiwi nous ba mi de o mi na modi akwa